Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition et comme tous les mardis, zoom sur les placements alternatifs dans Patrimoine Passion et un focus aujourd'hui sur un investissement dans un produit qu'on connaît bien puisqu'il s'invite régulièrement lors de nos fêtes d'anniversaire ou la célèbre nouvelle année. Le champagne, jusqu'ici, il avait peu la cote auprès des investisseurs qui lui préféraient le vin, mais c'est en train de changer. Très protégé grâce à son appellation d'origine contrôlée, cela fait de lui un produit très qualitatif, rare, luxueux et le taux de rendement moyen de cet investissement peut être très intéressant, vous verrez. Et puis, dans Enjeux Patrimoine, la location meublée non professionnelle. À quoi faut-il faire attention? Pas tout à fait du Airbnb, il faut répondre à certaines conditions pour bénéficier de ce statut LMNP, statut qui représente d'ailleurs de nombreux avantages, notamment fiscaux. On fera le point en deuxième partie d'émission avec deux experts. Smart Patrimoine, c'est parti. Et d'abord, comme tous les mardis, zoom sur ces placements alternatifs dans Patrimoine Passion, comme le champagne. Le marché connaît, si je peux me permettre actuellement, une véritable effervescence. Très souvent bu jeune, il est tout de même possible de le conserver plusieurs années, plusieurs décennies, même dans une bonne cave. Ce sont d'ailleurs sur ces millésimes que l'investisseur va se pencher. Nous ferons également le point sur une autre forme d'investissement dans le champagne, celui qui consiste à s'engager directement dans les domaines viticoles. Pour en parler justement, notre invité aujourd'hui, c'est Édouard Binet, fondateur du site groupementfoncierviticole.com. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue dans Smart Patrimoine. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui, Édouard Binet. Ah oui, un petit mot avant, évidemment, avant de commencer. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je préfère le rappeler puisqu'on va parler de champagne pendant une bonne dizaine de minutes. Donc voilà, je le rappelle. Édouard Binet, est-ce qu'il faut disposer d'une appétence particulière pour le champagne, voilà, avant d'investir? Est-ce que c'est mieux, en tout cas? Tout à fait, Eva. C'est mieux. C'est un produit de diversification, c'est un produit convivial, plaisir. Et évidemment, il vaut mieux avoir une appétence pour ce vin pétillant, ce vin festif. Appétence et connaître aussi, voilà, parce qu'on peut aimer, il faut être un fin connaisseur du champagne pour investir dans le champagne. Pas forcément un fin connaisseur. C'est bien quand même de se dire que grâce à ce genre d'investissement, l'épargnant va pouvoir se constituer une cave. On va rentrer dans le détail des avantages et de comment on peut investir dans le champagne. Première question du coup assez simple, Édouard Binet, pourquoi faut-il investir dans le champagne? Qu'est-ce qu'il a de particulier cet investissement? Le champagne, c'est un vin rare, c'est un vin qui s'exporte, qui fonctionne très très bien à l'export. C'est un vin qui est consommé, qui est un marqueur social au niveau mondial. Et on le voit depuis une vingtaine, 25 ans. Des performances, des revalorisations foncières liées au domaine viticole situé en Champagne de l'ordre de 5 à 7% par an. Ok, donc on peut dire que depuis 20-25 ans, grosse performance du marché du champagne. Tout à fait, c'est une appellation parmi les appellations françaises qui fonctionne particulièrement bien. Édouard Binet, c'est un placement accessible à tous. On va commencer par là. Voilà, pour ceux qui nous regardent, savoir si on peut investir dans du champagne, voilà, avec presque tous les portefeuilles. Tout à fait, c'est vraiment un placement accessible à partir de 3, 5 000 euros, 8 000 euros. Un épargnant peut être copropriétaire d'un domaine viticole en Champagne. Copropriétaire, c'est-à-dire avec 5 000 euros, on peut être copropriétaire de combien de pourcents? Tout à fait, un petit pourcentage. Et ouais. Généralement, les groupements fonciers viticoles sont limités à 80, 150 porteurs de parts. Donc, ce qui en fait un placement convivial, fraternel. Et voilà, généralement, les gens s'engagent pour une part ou deux ou trois, ce qui leur donne droit, a priori, entre 9 et 12 bouteilles par an. Pour ceux qui décideraient de percevoir la dotation en nature. Ah oui, parce que, alors expliquez-nous ce que c'est exactement. Il y a deux possibilités généralement, selon les statuts ou selon la pratique. L'épargnant peut choisir soit la dotation en numéraire, c'est-à-dire prendre du cash, soit la dotation en espèces, la dotation en nature. C'est-à-dire les bouteilles. On se rémunère avec des bouteilles. Tout à fait, exactement. Ce qui permet de se constituer une cave. D'accord, d'où le fait d'être intéressé, c'est ce qu'on disait au tout début de cette émission, c'est mieux d'avoir une appétence pour le champagne puisqu'il y a ce type de rémunération qui est possible. Donc à partir de 5 000 euros, voilà, c'est ce que vous nous dites. Vous, comment vous les conseillez, ces investisseurs qui viennent vous voir chez groupementfoncierviticole.com, voilà, qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous leur dites qu'il faut regarder avant de se lancer dans l'investissement? Voilà, comment vous les conseillez? Tout à fait. C'est d'abord un placement de diversification, c'est-à-dire qu'on conseillera d'investir
Pas seulement dans le champagne. Voilà, exactement. J'allais dire entre 5 et 15% de son patrimoine dans un groupement foncier viticole. Pas plus? Ça peut aller un petit peu plus en fonction de l'envergure financière de l'épargnant, mais c'est un ratio pertinent, 5-15%. Quitte aussi à diversifier non pas sur un domaine viticole précis, mais sur 2 ou 3, pourquoi pas, en fonction de ce qu'il y a actuellement en offre. Diversifier aussi sur les domaines viticoles, oui, c'est ce que vous dites. C'est tout à fait. C'est intéressant aussi. C'est intéressant aussi parce que toujours cette logique de se constituer une cave, de participer aux assemblées générales, donc de faire de l'œnotourisme pour aller récupérer sa caisse de champagne avec son épouse, avec ses enfants, discuter avec les autres porteurs de parts, avec le vigneron, comprendre comment il conduit sa vigne, etc. Patrimoine passion, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Édouard Binet, quel est le rendement moyen d'un investissement dans le champagne? Je le disais, il peut être des fois très intéressant. Voilà, est-ce que vous avez des chiffres à nous donner? Tout à fait. Le rendement moyen, il est aussi entre 1,5 et 2% par an pour celui qui opterait pour la rémunération en espèces. Dans la pratique, la plupart des porteurs de parts optent pour la rémunération sous forme de bouteilles, en nature. Et là, on parle plutôt d'une rémunération de l'ordre de 4% par an. D'accord. Ces deux éléments que je vous donne ici, c'est sans compter la revalorisation du foncier dans la durée. Alors dites-nous, parce que là, on observe d'après chaque année, le domaine est revalorisé. Alors chaque année, ce n'est pas un placement garanti, évidemment. Ça peut, si ça monte, ça peut aussi baisser. Ce qu'on observe dans la pratique, 20-25 ans, c'est en Champagne une revalorisation du foncier de l'ordre de 5 à 7% par an. Puisque c'est vrai, on n'en a pas parlé tout à l'heure quand on a parlé des domaines viticoles, Édouard Binet. C'est intéressant aussi puisqu'ils sont moins sensibles. C'est pour ça que l'investissement dans le champagne est aussi intéressant, puisqu'il n'est pas sensible aux fluctuations comme il serait sur un marché financier. Tout à fait. On peut dire que c'est une valeur sûre presque d'investir. Une valeur refuge, un actif tangible et réel, décorrélé des marchés financiers. Évidemment, c'est aussi ce qui fait qu'en ce moment, depuis quelques années maintenant, le placement est de plus en plus identifié et plaît aux investisseurs. Et revalorisé chaque année, c'est ce que vous dites, en tout cas depuis, c'est un peu la tendance. C'est un petit peu la tendance. Depuis ces 20 dernières années. Beaucoup de domaines, combien de domaines exactement en France de Champagne dans lesquels on peut investir? Actuellement, l'offre actuellement, oui, actuellement, nous avons un groupement foncier viticole et un second qui sera lancé le mois prochain. Qui est donc en Champagne, évidemment. En Champagne, alors on peut citer les secteurs, quelque chose dans Côte des Bars et à venir Vallée de la Marne. À venir Vallée de la Marne, très bien. Quelle est la marche à suivre exactement? Comment ça se passe quand on veut investir dans le Champagne? On commence par quoi? Il faut contacter son conseiller en gestion de patrimoine, c'est la personne la plus adéquate, qui connaît à la fois le produit et évidemment aussi l'offre en cours. Qui va établir un bilan patrimonial, s'assurer que c'est en adéquation avec les objectifs de l'épargnant, et ensuite signer un bulletin de souscription. Voilà. Il est possible, avant de s'engager, évidemment, de commander une caisse de champagne, un assortiment de la part du vigneron, afin de goûter, de s'approprier le produit, de voir si on est en adéquation, si ça nous plaît. Est-ce qu'on peut dire que c'est un investissement sur le long terme, Édouard Binet, l'investissement en Champagne? Tout à fait. Pourquoi? C'est un investissement sur le long terme. On le recommande sur au moins 10, voire 15 ans, voire plus. C'est un placement immobilier, finalement. C'est propriétaire de vignes, de terres viticoles. Mais vous le comparez à un placement immobilier? Oui, dans le sens où il y a des frais d'entrée, etc., qu'il faut amortir dans la durée. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, d'autant qu'on a vu que la rentabilité était ce qu'elle est. Donc il faut un certain nombre d'années pour amortir ces frais d'entrée. Et puis dans la pratique, on observe plutôt les porteurs de parts qui conservent leurs parts et qui les transmettent à leurs héritiers. Il y a des avantages fiscaux, oui, parce que là vous parlez d'héritage, justement, il y a des avantages fiscaux aussi à choisir le champagne? Il y a des avantages fiscaux, un certain nombre. Alors, il n'y a pas d'avantage fiscal à l'entrée comme certains autres produits du patrimoine. Néanmoins, au moment de la déclaration fiscale, l'avantage, c'est que l'épargnant ne déclare que sa quote-part de loyer perçu et non pas la valeur des bouteilles qu'il a reçues. Et donc là, il y a un delta, si vous voulez, d'un rapport en général de 1 à 4. Donc ça, c'est le premier avantage et cela relève des revenus fonciers. Le deuxième avantage fiscal, c'est au niveau de l'impôt sur la fortune, puisque là, l'épargnant, la base taxable ne repose que sur 25%, que sur un quart de la valeur des parts. Jusqu'à un certain seuil, évidemment, il y a donc un abattement.
et même mécanique pour répondre à votre question, en matière de donation, de transmission à ses héritiers. Là aussi, un abattement très pertinent dans les mêmes conditions qu'en matière d'impôt sur la fortune. On a fait une bonne liste des avantages avec vous, Édouard Binet. Quels peuvent être les risques aussi lorsqu'on investit dans le champagne? On l'a dit, moins sensible aux fluctuations des marchés. Oui. Cependant, on voit de nombreuses conditions climatiques qui perturbent aussi beaucoup ces domaines-là, notamment ces 2 dernières années. Oui. Voilà, ça peut être un risque, là aussi. Oui, tout à fait. Il peut y avoir des aléas climatiques, des maladies qui touchent les vignes, etc. Le placement n'est pas garanti, nous l'avons vu. Néanmoins, le vigneron qui a signé un bail rural avec le groupement viticole, donc avec la société civile, s'engage, quoi qu'il arrive, à verser son loyer aux porteurs de parts. Donc quelque alléger le risque, finalement. Voilà, alléger le risque, exactement. Très bien. Ma dernière question, Édouard Binet, avant de vous laisser. Comment voyez-vous évoluer? Donc, vous l'avez dit, grosse performance ces dernières années. Comment vous voyez évoluer cet investissement dans le champagne ces prochaines années? En progression constante? À moyen terme, c'est difficile de se projeter quand on voit la situation géopolitique, évidemment. Maintenant, à long terme... c'est quelque chose qui plaît beaucoup à l'international. C'est vrai qu'on en a très peu parlé dans un contexte géopolitique particulier. C'est pour ça que c'est important d'essayer de faire la part des choses dans ce contexte. Si on va au-delà de cela et qu'on a une vision vraiment long terme, il y a de toute manière un enrichissement mondial, une montée des classes moyennes. Donc, je disais tout à l'heure que c'est un marqueur social de consommer du champagne dans le monde. On a des marchés qui sont à l'export, qui sont identifiés, qui fonctionnent depuis des années. Le Royaume-Uni, les États-Unis, le Japon, mais aussi l'Asie dans son ensemble, l'Amérique latine qui consomme de plus en plus de champagne. Donc cette tendance, elle est forte, elle est concrète et on espère évidemment qu'elle va continuer, se poursuivre. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Édouard Binet, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes fondateur du site groupementfoncierviticole.com. Merci beaucoup d'avoir mis la lumière sur ce produit, ce patrimoine passion, hein, on peut le dire. C'est mieux d'être intéressé, d'être passionné par le champagne avant d'investir dedans. Je rappelle évidemment que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, la location meublée non professionnelle. À quoi faut-il faire attention? Ce statut juridique et fiscal particulier qui concerne les investisseurs en location meublée, donc pour les logements neufs ou anciens, présente de nombreux avantages, notamment fiscaux. Encore faut-il remplir les conditions pour y accéder. Pour y voir plus clair, nos 2 invités aujourd'hui sont Géraldine Métifeux, on la connaît bien dans cette émission, associée gérante et conseil en gestion de patrimoine chez Alter Egal. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, Géraldine Métifeux. Wilfried Schaffer nous accompagne également, avocat fiscaliste immobilier chez Schaffer Avocat. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. On va peut-être commencer, je ne sais pas, par les conditions qu'il faut remplir pour devenir... Voilà, qui peut devenir loueur en meublé non professionnel, Wilfried Schaffer? N'importe qui, à partir du moment où il met des meubles dans son appartement dont il est propriétaire. En respectant bien les conditions du contrat de location meublée. Et après, c'est juste une déclaration fiscale. Il sera en BIC, donc après on a 2 régimes. On va rentrer dans le détail des régimes pour qu'on comprenne bien juste, quand vous dites donc finalement il faut juste meubler. C'est ça. Et qu'est-ce que ça veut dire meubler, juste pour qu'on ait les détails? Mettre une chaise et une table, ça suffit? Oui, après, non, il y a une liste, précise. Oui, il y a une liste très précise des meubles qu'il faut respecter au risque de voir le contrat requalifié en non meublé et donc avoir avec toutes les conséquences fiscales qui peuvent s'en suivre. Géraldine Métifeux, pour ne pas être considéré comme un professionnel donc, de cette activité, il faut répondre à certaines règles, j'imagine? Il faut surtout répondre à un certain niveau de revenus, puisque ça va être principalement le critère qu'on va retenir. Et par rapport à ça, c'est 23 000 euros et c'est moins de la moitié des revenus professionnels de celui du bailleur, pardon.
meublé non professionnel. Pour ne pas être considéré donc comme un professionnel. Exactement, de cette et pour rester donc en non professionnel. L'intérêt du non professionnel par rapport au professionnel, il tient aussi notamment à tout ce qui est partie cotisation sociale et ainsi de suite. Et globalement, la plupart des gens, en fait, ce qu'ils veulent faire quand ils louent en meublé, ils veulent juste payer pas l'impôt qui revient avec le revenu foncier. C'est globalement le principal intérêt. Et le cas échéant, et on parlait de la fiscalité, on va y revenir après, ça va. Oui. Donc on verra sur la fiscalité, mais il y a aussi un certain nombre d'avantages sur le non professionnel. On va évidemment revenir sur les avantages, sur la fiscalité, parce que c'est ça aussi ce qui est intéressant. Mais je voudrais juste bien poser le sujet pour que les gens comprennent bien. Quels logements aussi sont concernés, Wilfried Schaffer, ça aussi pour qu'on comprenne bien. En général, on parle plutôt de petites surfaces, surtout sur les locations meublées, je dirais, longues. C'est-à-dire pour des étudiants, pas du saisonnier en tous les cas. Après, sur du saisonnier, ça peut être tout type de biens. Ça peut être des villas, comme ça peut être des 2 pièces, des 3 pièces. Tout type de biens et donc tout type de location, si je comprends bien dans tout ce que vous dites. Longue durée, saisonnier. Tout à l'heure, je le disais, pas totalement du Airbnb, mais finalement, on peut faire aussi du Airbnb. Oui. Oui. La location Airbnb, c'est de la location meublée. Il y a d'autres possibilités, mais ça, c'est la principale. Géraldine Métifeux, comment ce statut est-il imposé? Alors, vous commenciez à rentrer dans le détail. Oui, alors juste pour rebondir sur ce que disait Wilfried, nous, sur Alterégal, le concept de Airbnb, bon, d'abord, dans les grandes métropoles françaises, c'est quand même assez compliqué désormais de pouvoir y accéder, parce qu'on entend bien le problème de nuisance, on entend bien aussi le concept de concurrence déloyale avec les hôtels et ainsi de suite. Donc, il y a quand même des points sur lesquels nous, on ne rentrera pas par rapport à cela. Et donc, pardon, pour revenir à votre question, que je viens d'oublier à l'instant, mais que vous allez me répéter sans doute. Comment ce statut il est imposé? Et oui, comment il est installé? Alors, il y a 2 possibilités, en fait. Enfin, il y en a même 3. Mais si on ne regarde pas les statuts dans le neuf avec des avantages fiscaux, type sensible, boulevard et ainsi de suite, on va se retrouver avec soit un régime réel, BIC, donc bénéfices industriels et commerciaux, soit micro-BIC. L'intérêt du réel, c'est qu'on va pouvoir passer un certain nombre de charges, comme par exemple amortir l'immeuble, le meuble, mais attention, pas le foncier. Donc ça, c'est un peu subtil parce que sur un immeuble, je ne suis pas sûre que tous les téléspectateurs qui vont nous regarder sachent précisément quelle est la valeur du foncier sur un appartement qui est au 4e étage, etc. Donc il vaut mieux se faire accompagner de professionnels par rapport à cela. Puis le micro-BIC, on connaît, c'est un régime simplifié où on a un abattement considérable sur les revenus. Donc ça, c'est très bien si on a, par exemple, pas de prêt sur l'appartement ou sur la maison qu'on met en location meublée. Et finalement, ce choix entre ces deux régimes, là, il se fait sûrement par les conditions, donc c'est ce que vous dites? Il se fait par option. Par option. Donc, alors, il y a certains niveaux de revenus, pareil, où on est nécessairement au réel. Nous, la plupart du temps, pour nos clients, quand on prépare des montages de location meublée non professionnelle, on a très souvent tendance à proposer le régime réel parce que précisément on a encore un prêt parce que l'amortissement nous permet de geler un montant extrêmement important, le montant de l'imposition. Donc c'est souvent plus avantageux pour nos clients, mais après ça dépend peut-être que des personnes qui ont la soixantaine, qui sont déjà à la retraite, le micro-BIC leur conviendra mieux. Wilfried Schaffer, oui, dans les faits on choisit plus le régime réel. Ça dépend du niveau de revenu, surtout du client. C'est-à-dire si en gros, si c'est des petits revenus, on va plutôt être au micro parce que ça n'a pas forcément d'intérêt, parce qu'il faut prendre un expert comptable. Donc c'est un coût supplémentaire qu'on va quand même essayer de prévoir dans la rentabilité du bien, parce que c'est surtout des calculs de rentabilité. Après, le réel est très intéressant, évidemment, puisqu'il va quasiment permettre de gommer le revenu locatif de la feuille d'imposition. Donc, oui, c'est très... Là où ce qui peut être très intéressant aussi, c'est pour des gens qui ont déjà du patrimoine, d'avoir une sorte de restructuration, ce que nous, on fait souvent, c'est-à-dire qu'ils ont, par exemple, un certain nombre de biens en nu, ou alors ils ont des meublés, mais des meublés qui sont très anciens, donc sur lequel le taux d'amortissement est quasiment à bout. En gros, c'est 20 ans, on dit à la louche, pour dire que... Donc, des fois, il y a des intérêts à vendre certains biens pour en racheter d'autres, ou en passer certains qui sont de nus en meublé. Donc, on peut avoir des visions assez globales et intéressantes sur le patrimoine immobilier, voire même sortir une partie du patrimoine du meublé parce qu'il est plus rentable pour aller sur d'autres investissements. Donc, voilà, ça, c'est des choses qu'on peut faire. Ça me permet de rebondir sur ce que vous disiez tous les deux sur l'amortissement. Est-ce que, Géraldine Métifeux, vous pouvez nous expliquer en quoi consiste exactement l'amortissement d'un bien, puisque c'est un peu tout le concept finalement de ce statut-là. Expliquez-nous l'amortissement, en quoi ça consiste exactement. Pas de problème. Quand vous louez un bien,
on va prendre les deux exemples meublés et pas meublés. Quand vous louez un bien, vous allez tirer des revenus et vous allez avoir des charges. En général, on a des charges par exemple, si on parle d'un appartement, on va avoir des charges de copropriété, on va avoir éventuellement des charges d'intérêt, parfois un peu de travaux et ainsi de suite. Et puis c'est tout. Et sachez qu'on ne peut déduire du revenu, du loyer, que la partie intérêt, plus les charges que je viens de vous énoncer. Dans la partie meublée, c'est un peu tout le concept et l'intérêt du meublé, c'est qu'on va pouvoir de la même façon déduire ces charges-là, mais on va pouvoir également amortir l'immeuble. Alors, vous en parliez, hein, c'est 20 ou 30 ans sur l'immeuble en général, et c'est en général 7 ans sur l'immeuble. Et donc, ça crée une charge qu'on lisse en linéaire, hein, qu'on va lisser. Alors, il y a plusieurs méthodes, mais partons d'un truc simple, parce qu'on n'est pas non plus tous experts comptables, en linéaire. Et donc, on prend la valeur des meubles, on les divise par 7, hein, pour la faire courte, et donc on va les imputer chaque année par septième sur les revenus. Et idem pour la valeur de l'immobilier. Et tout ça nous crée une charge un peu fictive, entre guillemets. Cette charge permet de créer, la plupart du temps, en fait, un déficit qui va être reportable pendant maximum 10 ans. Ce qui fait qu'en général, effectivement, vous parliez de 20 ans, c'est à peu près le temps des amortissements qu'on n'a pas épuisés chaque année et qu'on peut reporter. Et tout ça nous amène généralement à 20 ans. Après, je ne sais pas si on parlera des structures pour détenir les biens en location meublée. Si vous voulez, Géraldine Métivier. Juste un petit instant là-dessus, parce qu'effectivement, on parle beaucoup de la location meublée, alors non professionnelle qu'on aurait en propre, mais il y a aussi toute la location meublée non professionnelle qu'on détient via des structures qui peuvent être des SARL de famille. C'est vrai qu'on ne l'a pas abordé là pour l'instant. Prenez l'exemple de celui qui Tout l'a seul, en comme un son grand. nom propre. Voilà, Exactement. exactement. Mais on peut avoir des structures plus complexes, entre guillemets. Donc ça peut être une SARL de famille. Donc SARL de famille, comme son nom l'indique, c'est deux familles. Donc c'est pas avec un copain, hein. C'est ascendant, descendant, voilà, voire même le foyer fiscal, c'est très bien. Et là, du coup, on va être vraiment dans un régime de BIC très classique, comme celui que je viens de vous indiquer, avec cet épuisement des déficits au bout de 10 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, on ne pourra pas reporter plus que cela. Donc si on a plus de déficits, ça peut être embêtant. Et puis, on a une autre possibilité qui a d'autres inconvénients. C'est la SCI à l'IS, qui permet, elle, de ne pas avoir ce problème des 10 ans. C'est-à-dire qu'on peut reporter indéfiniment les déficits que l'on crée. Donc, si, par exemple, on est un investisseur récurrent et ainsi de suite, ça peut prendre sens. Il y a beaucoup de défauts à la SCI à l'IS, mais si on veut conserver les biens et transmettre, pour nous, c'est un outil qui fait sens. Par ailleurs, si un jour la location meublée n'a plus tellement le goût en France, s'il y a moins d'intervenants qui veulent louer, donc vous aurez moins de preneurs à bail, la SCI à l'IS permet aussi de louer en nu. Donc ça ne permet pas d'être coincé sur un système. Wilfried Schaffer, oui. Alors il y a deux choses. Il y a une troisième structure qui permet de s'associer avec des non-membres de sa famille, c'est la SNC à l'IR. Qui est peu de gens le savent, mais ça peut permettre. Alors, il y a une contrepartie, c'est qu'on est indéfiniment responsable sur son patrimoine personnel, mais en général, si c'est bien fait, si on ne met pas plus d'un bien et qu'on structure relativement bien son opération, on peut même mettre des sociétés à l'IS qui sont derrière pour pas avoir ce problème de remonter en cas de déficit de la société sur son patrimoine personnel, mais c'est quand même quelque chose à mettre en avant. La deuxième chose, c'est que sur certaines opérations, par exemple pour relancer de l'amortissement au bout de 20 ans, on peut faire parfois, moi, je conseille à des clients, si le banquier suit et prête, de se faire une revente à soi-même, ce qu'on appelle les OBO familiales, c'est-à-dire qu'on crée une structure SARL de famille dans laquelle on va mettre les parents et des fois les enfants. Ça permet de faire de la transmission, puisque les enfants vont toucher le loyer. Alors après, on voit les parts, la répartition, etc. On peut faire des démembrements, enfin, on peut faire des choses intéressantes. Mais ça permet de relancer parfois un amortissement qui est à bout de souffle. Au bout de 20 ans, c'est ce que vous dites? Oui, à peu près. Alors, le 20 ans, c'est un peu la moyenne. Donc, au bout de 20 ans, on dit, tiens, soit on en revend une partie. Puis, des fois, on peut dire, tiens, on va s'en revendre une partie à nous-mêmes. Il y a même des fois où on est un peu au milieu du gué. On a le bien depuis 5-6 ans. Donc, on l'a eu en nu, par exemple. Donc, cette durée de détention compte dans l'amortissement. Donc, en gros, il nous reste quoi, 14-15 ans. Alors, ce qu'on peut aussi faire, c'est monter une SARL de famille et apporter le bien dans la structure ou une SNC. Et il y a une partie de la jurisprudence fiscale qui autorise à reprendre la valeur actualisée du bien
pour refaire de l'amortissement. Donc voilà, ça c'est des outils qu'on a et qui peuvent être nombreux outils, nombreuses options. Donc on comprend bien que c'est bien de s'entourer quand on veut faire ce genre de choix pour être bien conseillé. Vous avez tous les deux parlé aussi de, vous le disiez tout à l'heure Géraldine, on n'est pas expert comptable, mais donc on doit fournir une comptabilité. Ça c'est bien clair. Effectivement, Wilfried disait que sur les SRL, donc toute forme sociétaire peut engager des coûts. Très honnêtement, j'ai quand même le sentiment que même si on le fait en nom propre, et notamment si on veut amortir, encore une fois, il y a des difficultés, encore une fois, il y a des petites subtilités où il peut y avoir des règles comptables qui changent et on n'y est pas forcément très informé. Je conseille vivement d'avoir recours quand même à un expert comptable. Le coût n'est pas forcément très élevé, mais après, ça dépend bien sûr. Oui, ça dépend des... Mais on va être sur 1000 balles. C'est pas non plus. Pour certaines personnes, ceux qui entrent dans le LMNP, c'est des coûts qui sont... moi, j'ai tout type de clients. Oui, mais comme ils n'ont pas d'imposition, c'est-à-dire que globalement, il faut quand même le prendre dans l'ensemble. Et je pense que c'est quand même une grosse sécurité. C'est-à-dire que après, le problème, c'est pas ceinture bretelle, mais c'est vrai que on est d'accord. Mais c'est vrai que je pense que quand on touche à quelque chose qui n'est pas ultra simple, il est mieux de s'entourer d'un avocat comme Wilfried, d'un conseiller en gestion de patrimoine, tant qu'à faire comme Alter Égal, et d'un expert comptable qu'on peut choisir, avec qui on peut en plus négocier les prix, parce que nous, on travaille quand même pas mal d'experts comptables pour ce type de structure. Donc, alors moi, j'irais même plus loin, je dirais qu'il faut quand même aussi des experts comptables qui connaissent l'immobilier. Parce que moi, je me suis aperçu... Non, mais tout type d'experts. Il y a des experts comptables qui savent très bien faire les sociétés, mais qui en immobilier font des erreurs. Et donc, c'est très important. On a parlé des avantages, on a très peu parlé des inconvénients. Géraldine Métifeux, des inconvénients de la location meublée non professionnelle, si on peut en trouver. Wilfried Schaffer, vous voulez... Alors, parce que pourquoi on fait du LMNP aussi, c'est que c'est la revente qui va tout déterminer. C'est-à-dire que quand vous êtes sur une structure à l'impôt sur les sociétés, quand vous amortissez, si un jour vous revendez, il y a ce qu'on appelle une réintégration des amortissements qui fait qu'en fait, les plus-values peuvent être énormes. Je peux expliquer le mécanisme, mais voilà. L'idée, c'est ça. Quand vous êtes sur du LMNP, le jour où vous revendez, vous restez à ce qu'on appelle la plus-value des particuliers. Et donc, vous avez, comme si vous aviez un bien en direct et que vous vendiez vous-même sur une résidence secondaire. Et c'est là où c'est très important. Et c'est pour ça que ce système qui est un peu hybride, qui permet d'amortir et en même temps de rester à la plus-value des particuliers, c'est pour ça qu'il est ultra intéressant. Il nous reste 20 secondes. Juste, est-ce qu'on a une idée de combien de Français qui bénéficient aujourd'hui de ce statut ? C'est une excellente question. Non. Aucune idée. Je n'ai strictement aucune idée. Et merci de l'avoir posé. Connu. Non, c'est assez connu. Très sincèrement, c'est extrêmement connu. Moi, je ne suis pas certaine que le statut reste éternellement comme ça. Non, moi non plus. Le concept de tout le monde qui loue, parce qu'en fait, comme vous louez les meubles, vous louez plus cher. Alors qu'on sait qu'il y a un problème de tension sur le notamment dans les grandes villes, c'est ce que vous disiez. Notamment sur les grandes villes, je ne suis pas certaine que ça reste éternellement en l'état. Profitez-en tant qu'il existe. Bon voilà, on va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Géraldine Métifeux, je le rappelle, associée gérante conseil gestion de patrimoine chez Alter Égal. Wilfried Schaffer, avocat fiscaliste immobilier chez Schaffer Avocat. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain.